Mais on a un menu qui est haut de gamme, donc j'ai accepté que ces plats soient des plats bien garnis. On a l'occasion aujourd'hui de parler de cinéma et de littérature, mais parce que l'un et l'autre sont totalement indissociables, en tout cas par rapport aux invités que nous avons, que vous avez en face de vous. Bien entendu, le cinéma polar, le cinéma policier dans les années 30, en tout cas aux États-Unis, s'est basé presque essentiellement sur de la littérature hard-boiled, comme on disait à l'époque, donc quelque chose qui était très dur, mais qui était aussi une littérature de dénonciation sociale, de dénonciation du racisme ambiant dans les années 30 aux États-Unis, avec des auteurs comme Deschilhamet. Ça ne dit probablement rien à la plupart d'entre vous, mais je prends Deschilhamet parce que c'est le Faucon maltais. Ça vous raccroche peut-être je pense que c'est John Huston qui avait tourné ce Faucon maltais. C'était le premier rôle, un des premiers rôles de Humphrey Bogart. Donc voilà, donc tout ça a pris naissance dans les années 40. Et juste après-guerre, ça s'est accéléré avec un très très grand nombre d'auteurs américains qui ont tous été publiés en France à la série noire. Et donc ils ont tous été traduits à la série noire, notamment par Boris Vian, par Duhamel, etc. Et donc il y a eu toute une école qui s'est développée au cinéma, et on connaissait évidemment beaucoup plus la version cinématographique que la version littéraire. C'est là on va y venir. La France n'a pas été en reste, puisque de la série noire se sont tournés énormément de films. Bien entendu, on pense à Tirer sur le pianiste de Truffaut, qui est tiré d'un roman de David Goudis, qui est un de mes auteurs préférés en polar. Il était très 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 noir. Et puis le film Série noire de Corneau, qui était aussi un espèce de résumé. Voilà le whisky qui était un espèce de résumé de ce qu'a été. Là, on est dans les années 70. Donc vous voyez, il y a eu quand même on a puisé dans le vivier littéraire du roman policier de quoi alimenter un très très grand nombre de films qui ont eu un succès phénoménal. Donc ça a été réellement... Et c'est toujours un filon. C'est toujours plus qu'un filon, c'est toujours nécessaire. Donc il y a des romans sur lesquels s'appuient de grands réalisateurs. C'est le cas du film que vous allez découvrir, ou que vous avez déjà découvert ce soir, Duel, qui est sur base du roman Derrière la haine de Barbara, qui est là. Merci, on peut applaudir peut-être. Mais on va parler de plein d'autres choses. Et René Manzor, qui lui a fait le trajet, mais ça, je laisserai aussi la parole à Philippe Reynard, qui va entrer beaucoup plus dans les détails. Mais René Manzor, qui lui a fait le trajet inverse, puisqu'il vient du cinéma et il est maintenant vers le roman. Et puis Anne Coussens, qui elle est aussi quelqu'un de multiple, puisque c'est une actrice qu'on a vue beaucoup au théâtre, qu'on a vue beaucoup au cinéma, mais qui est aussi une réalisatrice de cinéma. Je pense pas... Comment ? Une scénariste, pardon. Mais enfin bon, voilà, le scénario, c'est le sujet de notre rencontre aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez écrit un roman, je n'ai pas encore, alors voilà. Donc ce sera le chaînon manquant de notre panel. Philippe Reynard, j'imagine que vous avez déjà entendu parler, vu, qui est un puits de science cinématographique, et pas seulement, qui par ailleurs est un ami personnel, mais un ami des trois personnes que vous avez devant vous, et qui vraiment est la mémoire de tout ce qui s'est tourné et de tout ce qui s'est produit, disons, les 50 dernières années en Belgique. Je passe la parole. C'est bien que tu aies rappelé qu'on était amis avant. Non, mais bon, moi, je suis évidemment ravi d'avoir été invité par Catherine Hoquet aujourd'hui, parce que il n'y a que des gens pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration qui sont là. Donc, mais c'est vrai que Jean-Paul vient de le souligner. Vous avez un peu des destins croisés, Barbara et René. Vous êtes même croisés, mais à combien d'années d'écart
12 ans d'écart au Festival Polar Cognac. Oui, mais oui, c'est ça qui est bien. Donc on voit que tu es la plus âgée, puisque toi c'était en 2002 et René en 2014, si je m'abuse. Toi pour ton premier roman et toi pour ton deuxième. C'était le premier, c'est le premier. Ah ben voilà. Donc vous avez au moins ça en commun. Celui-là a marqué, a marqué le début d'une deuxième. Moi, mon parcours littéraire. Non, mais c'est juste une. Le parcours littéraire, ça a commencé très fort avec l'instinct maternel. Il paraît qu'il faut parler dans le micro parce qu'on est enregistré. Non, mais en fait, ça n'a. Oui. Juste dire que j'ai eu deux carrières entre guillemets littéraires. Donc une qui a commencé avec l'instinct maternel, qui a eu le prix Cognac, qui a débuté très fort, et puis après ça a été une longue et interminable chute jusqu'à complètement disparaître des radars, où mon dernier roman s'est vendu genre à 800 exemplaires, donc vraiment. Et puis je suis revenue avec Derrière la haine, donc c'est pour ça que c'est pas faux. Et voilà. Et là ça a repris. Et voilà. C'est tout. Est-ce que tu as conscience que géographiquement, on est juste derrière la haine ici. Oui, c'est vrai. Hein, c'est quand même. On est entre la trouille et la haine ici à Mons. Territoire d'ailleurs du dépeceur de Mons. C'est comme ça que j'ai juste appris la haine et la trouille. Je vais arrêter d'intervenir. Peut-être qu'on va avoir un deuxième micro, en fait. Ah ben voilà, la maison de recul devant. Merci. Bien, mais alors, quand on parlait de destin croisé, effectivement, qui vont se recroiser, à mon avis, parce que René nous fait, lui, une longue période littéraire, pour l'instant, avec beaucoup de succès. Mais il va revenir à l'écran à un moment ou l'autre, c'est pas possible, on a trop envie de se revoir. Et Barbara, il y a aussi une sorte d'attraction vers l'audiovisuel. J'emploie le terme à bon escient, puisque Barbara était la scénariste de la série Attraction récemment. Il y a d'autres projets du style On est sur la saison 2. Déjà. Voilà. Et non, alors pour le moment, je suis sur la saison 2 et un roman. Donc, mes journées sont... Ça va. Oui, non. Je suis au bord du burn-out scénaristique. René, je pense que tu as vu Attraction, non? Ça va être le titre de la saison 2, Burnout, en fait. Comment, pardon? Tu as vu Attraction, je pense. Pas encore. Non, pas encore. Non. Parce que tu m'avais parlé de Laura Sépul, qui est le rôle j'aime beaucoup titre Laura de Sépul. l'Attraction. Je l'ai vu dans plein de choses. Je l'ai vu dans Quartier des banques, notamment, où elle incarnait le rôle principal. Elle était formidable. C'était une mais très je ne l'ai bonne pas vu dans Attraction. C'était une bonne série, mais elle était suisse. Oui. Non, mais les vraies bonnes séries sont belges. Hein, personne n'est parfait. Oui, tout à fait clair. Non, c'est sûr. Moi, j'adore les séries belges. En ce moment, je deviens de plus en plus belge. Chaque fois que j'allume la télé et que c'est une série française, je zappe. et en fait, on a une chaîne franco-allemande, Arte, et Arte passe des séries belges. Oui. Et du coup, j'ai vu des formidables séries, genre pour Les gens bien, L'ennemi public, Pandore. Là, je suis en train de voir Pandore. Ah bah justement, voilà. donc c'était drôle de voir Anne, parce que d'un coup, je me dis, mais je viens de vous voir, de vous quitter à l'instant. Et j'ai pas le dernier épisode et je suis... Je binge, en fait, je vois les épisodes à la suite parce que c'est vraiment formidable. Et en plus, elle est scénariste de la série. Elle est comédienne principale et scénariste. On va être sympa, on va pas raconter la fin alors, puisque... non, surtout pas. Mais peut-être passer le micro à Anne, justement. Cette expérience de scénario, toi aussi, vous êtes sur une saison 2, si je ne m'abuse. Oui, on vient de finir le tournage, donc on est en montage. Ah oui, carrément. Oui. Ouais, j'ai raté un épisode. non, mais il n'y a pas de souci. Et c'est quelque chose qui te tente pour la suite aussi, ce passage à l'écriture? Oui, je pense que j'ai vraiment accroché. Bon, alors là, on écrivait à 3, donc c'est quand même particulier.
Voilà, j'ai envie de m'orienter vers un autre projet, mais où je serais peut-être seule. Donc voilà, l'idée de s'associer à un co-scénariste. Voilà, j'ai vraiment adoré le partage à trois, la façon dont les idées rebondissent, la façon dont on est très différentes et en même temps on est sur les mêmes longueurs d'onde, les mêmes valeurs. Donc voilà, ce plaisir de travailler à trois était quand même très intense. Donc le fait d'imaginer travailler seul est un peu vertigineux. Les deux autres étant les réalisatrices ouais. de la série. Ouais. Et alors, si je peux demander à Barbara, parce que Attraction a été coécrit avec Sophia Sophie Perrier. Oui. Qui est qui? Alors elle, c'est une jeune scénariste. Ok. Voilà, donc quand on a commencé, parce que maintenant elle a 35 ans, mais quand elle a commencé, elle avait 30-31, donc vraiment toute jeunette. Mais elle a fait des études de scénario à l'IAD, si mes souvenirs sont bons, et enfin voilà, professionnelle. Parce que moi, c'est ce que j'avais dit à notre productrice, je dis ok, je manie un peu l'art du récit, mais un scénario, je suis incapable d'écrire ça toute seule. Parce qu'en fait, le projet avait été pris par la RTB. On m'avait demandé le concept, l'écriture du concept. J'avais fait le concept en me disant de toute façon, ça passera jamais. Donc, moi, c'était juste de quoi être payé, 2-3 000 euros. Enfin, voilà, des petits boulots comme ça. Sauf que la RTB a accepté le truc. Je suis tombée un peu des nues. Et donc, j'ai dit à Catherine, mais moi, je serais incapable d'écrire une série. Enfin, c'est vraiment une écriture complètement différente. Et donc, elle m'a adjoint Sophia, qui est une professionnelle. Et voilà, j'ai appris énormément de choses avec elle. Mais alors, on va passer le micro à René, parce que toi, c'était le contraire. T'as des scénarios, tu en as écrit tous les tiens, enfin, tous ceux de tes films, mais aussi Monsieur N, notamment, pour Antoine de Caunes. Enfin, je veux dire, grand scénariste, et puis tout à coup, tu te mets à écrire des romans. Tu as eu le même problème? Tu as dû apprendre à écrire des romans? En fait, c'est marrant parce que le premier scénario que j'ai écrit, ça remonte... j'ai tourné mon premier film, j'avais 25 ans. Et quand Alain Delon, qui jouait et qui produisait mon premier film, quand il a lu le scénario, il m'a dit j'ai beaucoup aimé votre roman. Et donc, quand je suis retombé là, en rangeant des cartons chez moi sur le scénario du Passage, que j'avais forcément pas vu depuis toutes ces années, et quand j'ai ouvert le scénario, j'ai compris pourquoi. Parce que tout est écrit à l'imparfait, c'est lyrique. Alors qu'un scénario, c'est clinique en fait. Il se lève, il va à la porte, il ouvre la fenêtre. Les dialogues sont très travaillés, les intentions aussi sont mises, mais ça reste factuel. Alors qu'un roman, forcément, on peut rentrer même dans la tête des personnages. On sait ce qu'ils pensent, on sait quels sont leurs remords, quelles sont leurs faiblesses, etc. Et moi, c'est ça qui m'a attiré, c'est cette espèce de rupture du quatrième mur où quelque part on peut... Alors qu'au cinéma, c'est le travail qu'on fait finalement dans la fameuse direction d'acteur, quand il y en a une, le travail avec le comédien, qui est le truc le plus important, en tout cas pour moi, sur le plateau, parce que le reste, c'est la gestion du garage, en fait. C'est quelque chose qui est technique. On a plusieurs facettes. On est directeur, on est, disons, réalisateur, technicien, c'est-à-dire qu'on s'exprime en images, mais on est un interprète du film en même temps, avec les images. Mais le travail avec les comédiens, là, on est beaucoup plus proche de l'auteur. C'est l'auteur qui dirige en fait, c'est rarement le réalisateur qui dirige. Et donc ce travail-là, moi quand j'ai retrouvé le médium du roman, pour moi, c'était juste avoir la liberté créative que je n'avais plus au cinéma. Parce qu'il y a eu, on a connu à l'intérieur, moi dans ma carrière, j'ai connu l'évolution à la fois aux États-Unis, parce que j'ai passé 10 ans là-bas, où là, j'étais pas maître du jeu, mais ça faisait partie, si tu veux, du jeu, du système. C'était le studio qui avait le pouvoir, et nous, on faisait un film pour un studio. Mais en France, normalement, le réalisateur était un auteur. Il y avait ce côté film d'auteur, etc. Et quand je suis revenu pour retrouver ce fameux final cut, le droit du montage, c'est-à-dire le dernier droit qu'on a à ce moment-là, c'est-à-dire le droit de dire... presque un droit de veto sur le montage qu'on a totalement perdu en fait en France. On ne le dit pas, mais on l'a totalement perdu. La fameuse exception culturelle, elle est passée à la moulinette. Elle se réduit. Voilà, c'est ça. Et alors que dans le roman, on l'a encore. Hein, on l'a, là. Voilà, toujours. merci. Et Barbara, on vient de parler des États-Unis. Duel fait l'objet maintenant d'un remake américain.
Vous Oui. avez un contact quelconque avec... Avec Jessica, oui, tout le temps. avec Jessica Chastain et Anna Thaoué. Hein, donc, Anne et Jess, oui, on se fait des brunchs une fois de temps en temps. Non, mais moi, je ne fais plus partie de l'équation. Voilà, enfin, c'est vraiment une aventure qui s'est jouée avec Versus, Olivier Massé de Passe, Jessica Chastain qui est coproductrice, et puis les financiers, etc. Il y a juste que j'ai été sur le tournage. Ah, quand même. Oui, j'ai été sur le tournage. Voilà, j'ai rencontré les actrices, j'ai discuté avec elles. J'ai quand même vécu ce moment improbable où Jessica Chastain et Anna Thaoué sont venues me trouver pour me dire qu'elles étaient très honorées de me rencontrer. Voilà, c'est des petits moments dans la vie où on se dit bon, ok, d'accord. Non, mais sinon, voilà, j'ai évidemment des nouvelles du film via Julie Buffo qui s'est occupée des négociations chez Univers Poche, donc du côté de mon éditeur. Mais sinon, non. Il y a une petite curiosité, c'est que le film, si j'ai bien compris, a pris le nom de Instinct maternel et pas Duel. Alors non, mais alors ça c'est un truc de fou. Donc bon, déjà Olivier Massé de Passe me rachète les droits de Derrière la haine. Il n'aimait pas le titre et donc il me demande si il peut intituler, enfin si c'est pas s'il peut parce qu'il peut, mais si ça ne me dérange pas trop qu'il intitule son film Duel. Il faut savoir que Duel est le titre d'un autre de mes romans. Oui. Donc, j'ai dit, bof, enfin, j'étais pas hyper chaude, mais bon, en même temps, contractuellement, il avait le droit. Et voilà. Et puis il a rajouté un S, non ? Il a rajouté un S, voilà, qui fait toute la différence. Bon, voilà. Donc, après, c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même public. Donc, mais il faut quand même que, moi, de mon côté, vis-à-vis de mes lecteurs, le nombre de fois que quelqu'un me dit « Mais alors, Duel ?» C'est l'adaptation de Duel. Non, c'est l'adaptation de Derrière la haine. Mais pourquoi il a pris le titre de Duel ? Parce qu'il pouvait, il avait envie, voilà. Bon. Voilà. Donc ça, c'est le premier chapitre. Second chapitre, on revend les droits de remake. Donc il faut bien comprendre qu'on ne vend pas les droits du bouquin, on vend les droits de remake du film d'Olivier Massé de Passe à Jessica Chastain qui voulait en faire un remake. Et alors eux, moi, ils savent absolument pas que j'existe. Enfin, je veux dire, c'est quand même, c'est Hollywood, c'est des financiers, etc., qui ne me connaissent absolument pas. Et ils décident d'intituler le film Mother's Instinct, donc qui signifie l'instinct maternel. Il faut savoir que mon premier roman s'intitule L'instinct maternel. Mais ça, c'est vraiment, c'est du hasard pur et simple. Il y a vraiment aucun. Ah oui, non, y a pas de... non, ils ne me connaissent pas. Et là, je me suis dit, alors le pire, c'est que les 3 titres fonctionnent à merveille pour l'histoire. Et là, je me dis, peut-être que je raconte en fait toujours la même histoire, en fait. En tout cas, il y a une cohérence, effectivement, dans l'œuvre. Là, vraiment, j'ai halluciné. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Bon, il faut rebondir. Tu n'as pas une bonne question, Jean-Paul ? Je n'ai pas de bonne question, mais j'ai une question. Mais... Dans la littérature polar, on revient à ça et de ce qui a été, à un moment donné, qui a rebondi en film. Il y avait évidemment, j'ai cité quelques noms tout à l'heure, très peu de femmes. Il y avait Agatha Christie, bien entendu, mais c'était dans un tout autre contexte. C'était plutôt du roman d'énigmes. Ici, on est quand même dans du roman très, très noir. Hein, donc, et d'ailleurs, c'est relativement nouveau dans ces 30 dernières années que les femmes écrivent des romans aussi durs et qui sont par ailleurs, et c'est une de mes questions, dont les protagonistes les plus violentes finalement sont des femmes. Et donc ça, c'est une de mes interrogations. Les écrivains des années 30, 40, 50, 70, même aux États-Unis, en France, avaient des protagonistes masculins presque essentiellement. Et là, ce sont les femmes qui prennent en quelque sorte le relais de la violence. Voilà, quel était le ressort d'écriture finalement, ou le ressort personnel qui a mené à cette écriture ? Alors moi, je vais donner une réponse tout à fait personnelle qui n'engage que moi et qui ne représente pas spécialement le paysage littéraire d'aujourd'hui, où en effet il y a beaucoup plus de femmes qui écrivent du thriller, du polar, du roman noir. Quand moi j'ai commencé il y a une 20aine d'années, on n'était pas beaucoup de filles. D'ailleurs, on a été accueillis avec
beaucoup de fraîcheur et de joie par tous ces auteurs qui étaient enfin contents de voir arriver des femmes. Moi, c'est vrai que je mets en scène des femmes tout simplement parce que je suis une femme et que j'écris du thriller psychologique de plus et que j'ai besoin évidemment de me mettre dans la peau du personnage pour pouvoir traduire ses émotions et tout simplement le mettre en scène et faire en sorte que le personnage joue bien, parce que je trouve que le fait d'écrire pendant que j'écris, on interprète les personnages et donc il y a quelque chose qui s'apparente au jeu d'acteur et que quand on écrit bêtement des dialogues, il faut faire jouer le personnage, il faut que le personnage joue bien. Donc, et que j'ai beaucoup plus de facilité à mettre en scène une femme qu'un homme qui m'est plus extérieur et plus étranger. Et donc, personnellement, c'est vraiment pour une question de facilité. Et puis, tout simplement parce que je m'identifie plus à ce genre de personnage. Est-ce qu'éventuellement, l'un ou l'une d'entre vous a une question à poser à nos amis? Toi, peut-être? Non, mais tu as remarqué qu'on a un auditoire très, très féminin. Mais en fait, il faut savoir aussi que 80% des lecteurs sont des lectrices, premièrement, et les lecteurs qui se déplacent dans les salons, c'est encore plus des lectrices. Le mâle se déplace rarement dans les salons. Polar. Oui, non, polar. Oui, apparemment, oui. Enfin bon, j'ai lu ça quelque part, après je ne l'ai pas vérifié. L'invitation était lancée, s'il y a des questions, effectivement. Moi, je veux bien. À quand on peut espérer dans votre prochain roman, parce que comme vous avez parlé tantôt, vous êtes en plein dedans. Donc, tout le monde attend avec impatience. Alors, il est prévu pour avril, mais je suis tellement en retard. Oui, enfin, l'année prochaine. Mais Vous pouvez patienter jusque-là. Non, ce sera pour l'année prochaine, mais là, je suis désespérée. Là. Magali. Alors, moi, je sais que Madame Poussens, j'ai une question pour Madame Poussens. Madame Poussens a travaillé avec les plus grands tant au théâtre qu'au cinéma. Et moi, j'ai l'impression comme ça que vous êtes fait discrète. On vous voyait arriver comme ça dans la lumière petit à petit au cours de votre carrière. Enfin, c'est mon avis personnel, en tout cas. Et tout à coup, je me demandais si le fait que vous ayez pris les devants, peut-être pendant le Covid, je crois, cette période-là, pour co-scénariser l'extraordinaire Pandore. Donc, si vous n'avez pas vu Pandore, c'est... Ne raconte pas la fin, hein. Prenez. Je me demandais si le fait que vous ayez été co-scénariste a influencé le fait que vous avez explosé la boîte de Pandore et tout à coup on vous a vu avec Johan Blanc, je vais dire transfiguré à l'écran. Mon attention, elle a été attirée, mais aussi peut-être l'attention en international. Je voulais savoir si vous aviez aussi des propositions en international, de par le fait que cette fantastique série belge où vous tenez le rôle principal a pu peut-être marquer encore plus votre carrière à l'international et pourquoi pas aux États-Unis. Non, ça ne change pas. C'était un vrai plaisir de l'écrire et c'était un vrai plaisir pour moi de quitter un peu le fait d'être uniquement comédienne et de passer à autre chose. Je pense que c'était le bon moment, en tout cas pour moi, pour le faire. Et je remercie vraiment les deux réalisatrices, Vania et Savina, qui m'ont proposé de les accompagner. Après, oui, la série a été vendue un peu partout et c'est tant mieux et c'est chouette. Mais non, ça ne change absolument rien à la carrière internationale ou pas. Ça reste tout à fait comme c'était. Mais c'est très bien comme ça, il n'y a pas de... J'avais envie de demander à René, est-ce que toi aussi tu es en écriture? Et est-ce que toi aussi tu es désespéré? Désespéré. Ah non, désespéré. Quand on écrit, oui, mais ça fait partie de l'état dans lequel on doit se mettre pour écrire. Mais c'est pas par rapport à des conditions de temps. Mais ce que disait tout à l'heure Barbara, je rebondis là-dessus parce que par rapport au fait que l'écriture féminine dans le noir
bon, c'est comme tout ce qui s'est passé avant qu'on se rende compte que comment dire, c'est comme si le masculin l'emportait sur le féminin, non pas grammaticalement, mais dans l'art en général, où d'un coup, c'était les hommes qui décidaient que les femmes devaient jouer telle chose, tel rôle. Dans les équipes techniques, ça a été aussi le cas, c'est-à-dire que le nombre de réalisatrices était beaucoup plus réduit que de réalisateurs. Et maintenant, derrière il y a une inversion des choses, presque même artificielle, où on essaye de compenser finalement. Et dans les talents féminins qui s'expriment, très tôt, moi, en tant que lecteur, j'ai vu des choses formidables, des Maud Tabachnik, par exemple, qui était une aussi des premières à percer parce que c'était carrément à la tronçonneuse qu'il fallait percer le système pour avoir le droit de s'exprimer. Oui. Et donc, il y a toute une finesse dans la façon dont les histoires sont racontées au féminin. Moi, dont je me suis énormément inspiré dans les thèmes abordés. Et dans mes romans, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire de donner la parole vraiment aux deux visions du monde, à travers les personnages. Et ce que disait Barbara, c'est vrai qu'il faut jouer ces personnages. Moi, quand j'écris, mais ça vient aussi peut-être de l'audiovisuel et du cinéma, c'est que j'ai besoin d'oraliser les textes. C'est-à-dire, une fois que les choses sont écrites, de passer par la voix pour vraiment interpréter les choses. Et je pense qu'on peut imaginer totalement une façon dont un personnage féminin s'exprime, pense. Et il suffit de fréquenter des femmes. C'est très facile. Je veux dire, à un moment donné, oui, ou même des enfants, écrire pour un enfant, mais par contre, à chaque fois, ça passe par l'organisme. On est obligé d'interpréter. Et dans un roman, il y a une dimension de tension, il y a une dimension de suspense, mais pour moi, j'arrive pas à envisager un roman sans une dimension émotionnelle très forte. Et en gros, pour moi, quand je lis un roman, même en tant que lecteur, si le roman n'est pas une expérience émotionnelle quand je referme le roman, qui a tué m'importe peu. Moi, c'est pourquoi il a tué, comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, qu'est-ce qui justifie ça. Et tous mes méchants, par exemple, ont des motivations réelles. C'est pas juste Mr. Bad, tu vois. Ils ont autant de motivations, si ce n'est plus fortes que les héros, parce que quelque part, ils poursuivent quelque chose qui est lié à leur passé, qui est à leur enfance, à ce qu'on leur a fait aussi, et qu'ils reproduisent. Et donc ça, on le trouve très présent aussi dans les romans au féminin, parce que quelque part, le psychologique est très important, plus que l'action, en fait. Et cette dimension-là, elle manquait énormément, je trouve, dans le paysage, en fait. Et maintenant, heureusement, on l'a. Ce qui est très intéressant, c'est que comme on a Barbara et Anne à côté, on peut faire l'expérience, puisque vous dites tous les deux que vous jouez vos personnages, et puis à un moment, ils s'incarnent. Donc tout à coup, Barbara, votre personnage derrière la haine devient Anne Coussin. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre petit cœur Alors, il faut déjà savoir qu'il y a eu plusieurs années qui se sont écoulées entre le moment où je l'ai écrit et le moment où il a été où il y a eu le tournage, puisqu'il est sorti en 2012, donc ça veut dire que je l'ai écrit en 2011, et le tournage s'est fait en 2017. Donc entre-temps, voilà, moi je ne suis plus du tout dans cette histoire-là. Vous aviez oublié Alors, j'ai pas oublié, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses, voilà, qui s'effacent. Et j'ai écrit d'autres romans, etc. Et puis au moment même du tournage, je suis encore sur d'autres projets. Donc il y a déjà une distance qui se fait naturellement, parce que le temps a passé. Et puis, alors moi, chaque fois que j'ai eu une adaptation, enfin je dis chaque fois, il y en a eu que 2 fois, mais les 2 fois, les films ont été vraiment des réussites. Il y a eu une première adaptation de mon second roman qui a été un téléfilm pour France 3 ou France 2. France 2, voilà. Donc par Serge Ménard avec Émilie Dequesne, voilà. Locale de l'État. Voilà. Et Marie-France Pizier. Et voilà. Et j'ai adoré le film aussi. Et puis le duel d'Olivier est quand même une très, très belle réussite. Parce que je trouve qu'il a réussi vraiment
la magie de l'adaptation, c'est-à-dire qu'en effet, c'est mon histoire, c'est en effet l'histoire que j'ai inventée, voilà, mais c'est son film, voilà, indéniablement, c'est son film. Bon, bah, déjà, il a eu cette magnifique idée de changer d'époque, qui a fait que les personnages sont les mêmes, mais pas les mêmes, et puis esthétiquement, visuellement, enfin voilà, tout ça lui est très très personnel. Donc voilà, donc ça a à chaque fois été des expériences très, très sereines et très, très joyeuses. Et puis en fait, moi j'ai aussi un truc, c'est que j'ai aucun souci avec l'idée de l'adaptation et de la trahison, entre guillemets. Enfin déjà, adapter, c'est trahir et c'est nécessaire parce que moi j'ai écrit une histoire destinée à être lue, lui il raconte une histoire destinée à être vue, donc déjà c'est pas du tout le même média. Donc, hein. Mais sinon, moi je suis très sereine parce que en fait mon livre il est là, il existe, personne ne peut y toucher. Lectrice quand même. Oui, mais je veux dire, oui, bien sûr. Et de toute façon, si le film est réussi, on dira que c'est grâce au bouquin. Et si le film est raté, on dira que le bouquin était quand même vachement mieux. Donc de toute façon, moi, je suis gagnante, quoi qu'il arrive. Donc je n'ai aucun problème avec ça. Donc pour moi, c'est que du bonheur. C'est une réponse brillante, mais ce n'est pas vraiment la réponse à la question que j'avais posée, Ah, zut. qui était la question de l'incarnation du personnage. Oui, l'incarnation du personnage. J'ai pas mal bossé, moi, là-dessus. Il y a un très bon livre qui est en vente aux éditions du CEP. J'avais travaillé sur l'adaptation d'un roman de Julien Grec par André Delvaux. Et j'ai eu la chance de travailler avec Delvaux, qui avait ce problème, lui. Il disait, oui, mais mes personnages, je les ai complètement en tête, je sais comment ils parlent, mais je ne connais pas leur visage. Et puis tout à coup, c'est Mathieu Carrière. Et ce n'est plus que lui. Oui. Et donc, il avait cette relation un peu difficile à l'incarnation. Ah oui. Oui, mais moi, voilà, le fait qu'il y a quand même 6 années qui sont passées, donc mes personnages à moi se sont un peu évanouis dans mon souvenir. Oui, en fait, j'ai pas, j'ai plus de projection tellement personnelle et intense et intime avec ces personnages que pour être déstabilisé par l'incarnation quand on fait Anne et Verle. Anne, tu vois, je n'ai pas réussi à lui faire dire qu'elle était très contente que tu aies joué. Oh zut, oh, mais non, mais je suis ravie. Anne a été... mais déjà, elle a changé de prénom, donc... Non, oui, bien sûr. Je pensais qu'on parlait de manière... Mais oui, bien sûr. Je suis désolée. Non, je me plaisante, je vous taquine un petit peu. Et toi, René, ça doit être encore plus... Enfin, comme tu as écrit pendant une moitié de ta vie pour l'écran, le petit ou le grand, ouais. Maintenant, quand tu écris tes romans, Ouais. Tu visualises les gens En fait, je visualise surtout les scènes, pas tellement les visages. Justement, je laisse le pouvoir aux spectateurs, comme je les appelle. Parce que pour moi, c'est plus des spectateurs, c'est des spectateurs. Ils sont actifs quand ils lisent. Quand on fait un film, on impose son imaginaire aux gens en espérant qu'ils le trouvent intéressant. Alors que quand on écrit un roman, c'est l'imaginaire des gens qui est actif, qui est à l'œuvre. C'est eux qui font le film. Ouais. Nous, on excite leur imaginaire, on leur apporte énormément d'informations, mais plus des informations psychologiques ou des informations de décor. Mais moi, par exemple, chacun a sa formule, mais moi, dans mes romans, je n'essaie pas de décrire les personnages, je n'essaie pas de compenser les images. Justement, ce sont des silhouettes. On sait s'ils sont grands, s'ils ont un certain regard, par exemple, mais leurs traits sont absolument pas décrits. Du coup, les spectateurs peuvent prendre possession vraiment du roman et le voir exactement comme ils sont. Donc, du coup, je ne pense pas du tout à un visage pour les interpréter, puisque de toute façon, pour moi-même, ce sont des silhouettes. En revanche, leur aspect psychologique, leur vie, leurs problèmes,
leurs remords, les difficultés qu'ils ont à vivre, leur tendance à essayer de se réparer, parce que ce sont souvent des êtres blessés qui cherchent, ce n'est pas des descentes aux enfers, c'est des tentatives de sortie. Ce sont des gens qui cherchent, comme nous, dans la vie, à essayer de cautériser nos plaies. Là, par contre, ça, c'est très fouillé. C'est ce qui est le plus intéressant, enfin, pour moi, parce que sinon, l'autre médium, le cinéma, permet une exploration, et c'est grâce aux comédiens qu'on a cette exploration intérieure. C'est surtout eux qui la font, parce que sinon, nous, on est très extérieurs. C'est pas pour rien qu'on parle d'objectif. On est objectif, alors que dans les romans, un roman est forcément terriblement subjectif, en fait. Et c'est ça qui me plaît. Je suis plus dans cette subjectivité-là, et donc je me rapproche de plus en plus des comédiens comme ça. Alors, vous savez que tout ça a été théorisé un jour. Il y a un sémiologue, Jean Ricardou, qui avait mis les justes mots là-dessus, pour parler de... On disait, dans le roman, on est dans la synthèse différée, tandis que dans le cinéma, on est dans la synthèse immédiate. Et ça vaut pas seulement pour les comédiens, c'est aussi dans un roman, si tu dis il y avait une table carrée dont un pied était bancal, il a fallu que tu ailles au bout des mots pour commencer à visualiser la table. Tandis qu'au cinéma, forcément, la table, elle sera là. Elle est immédiate, quoi. Moi, c'est toujours plus les êtres qui sont bancaux. En fait. Le décor est juste fonctionnel, tu vois, mais c'est les personnages, en fait, qui sont les plus importants. C'est peut-être ça le fond du polar. Moi, j'avais relevé une phrase du roman Derrière la haine, qui était, pour moi en tout cas, presque la définition de pourquoi on écrit du polar. Vous faites dire en tout cas, il disait le bon chemin, parce qu'à ses yeux, le droit chemin n'existe pas. C'est un leurre, un mirage qu'on fait miroiter aux enfants pour les rentrer dans le rang. Ne pas dépasser, ne pas se faire remarquer. Marcher droit devant, baisser la tête, ne pas regarder sur le côté. Tu parles. Rien n'est droit dans l'existence. La vie ressemble à un immense terrain accidenté, parsemé d'obstacles, de virages et de détours, une sorte de labyrinthe bourré de pièges dans lesquels la ligne droite n'existe pas. Voilà, je trouvais que c'était pour moi une des très belles définitions, une très exacte, plus exactement, sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, de ce qui peut mener, mais je parle pour vous là, ce qui peut mener à écrire finalement un roman noir, c'est que rien n'est droit et que finalement tout est un peu bancal, c'est ce que vous disiez aussi. Ouais, mais c'est dingue parce que là vraiment c'est un très, très bel extrait pour ça, parce que c'est d'un coup, on fait un voyage. Là on vient de faire, on a tous fait un voyage en écoutant, alors que ça aurait pu être une action décrite simplement de l'extérieur, mais là c'est terriblement intérieur, c'est-à-dire que ça nous concerne immédiatement. C'est la force du roman par rapport au scénario. Et moi, je le vois d'autant plus que quand j'ai commencé à écrire le scénario d'Attraction avec Sophia, qui, elle, est scénariste. Et donc, voilà, on commence par brainstormer, échanger beaucoup au sujet des personnages, etc. Et puis, bon, voilà, moi, je lui donne des idées, etc. Puis elle dit, ouais, mais visuellement, tu le traduis comment ? Et tout d'un coup, je me rends compte de l'obstacle que j'ai à surmonter pour traduire l'émotion de mon personnage, que moi j'écris comme ça en quelques phrases avec des jolis mots, une musicalité et tout le cœur que je peux y mettre. Mais en fait, dans un film, un téléfilm ou une série, en fait, il faut le traduire en action. On ne peut pas filmer quelqu'un qui est en train de penser et puis non, voilà, ça se fait pas. Donc ça, c'était plein d'apprentissage. C'est peut-être la différence entre les grands anciens que j'ai pris tout à l'heure en témoin, comme des Chalamet, Goudis, Chandler, etc. Ils n'écrivaient pas de romans, ils écrivaient presque un scénario. C'était c'était pas de la littérature, en fait. Oui, c'était très direct. Et vous êtes plus du côté de la littérature, tous les deux d'ailleurs. Oui. Oui, parce qu'il y a le côté psychologique. Oui, puis on sent un plaisir d'écrire, là aussi. Oui, c'est vrai. Il faut que j'appuie ce que tu viens de dire, hein, c'est ça ? Vas-y, prends le micro, là, complète. Oui, non, le plaisir d'écrire, oui, mais c'est pas vraiment le plaisir d'écrire, c'est le plaisir de fouiller, d'aller dans les pensées des personnages. Ce qui est il faut écrire pour explorer, et puis en même temps, la différence, en fait, quand on écrit aussi donc, dans le roman noir, c'est que
par rapport à la littérature dite blanche, c'est que l'intrigue reste importante. Et l'intrigue, elle est là pour révéler les personnages. Les gens font l'erreur, en gros, qu'on fait peut-être au début et après, à force de travailler, on ne la fait plus, c'est qu'on a l'impression que l'intrigue est finalement le point, la clé de voûte du roman. Et en fait, l'intrigue n'est que la fondation du roman. C'est-à-dire, ce n'est pas la maison. Donc, à quoi bon, finalement, tomber à la renverse devant les fondations en disant « Ah, ces fondations, elles sont incroyables. Ok, comment va être la maison ?» Et la maison qui pousse, d'abord, si les fondations sont nazes, la maison, elle va être vraiment pas très stable. Et à partir du moment où l'intrigue est structurée, et donc ça, c'est le scénariste, effectivement, qui peut être important, y compris pour le romancier. Et chez le romancier, en tout cas, les romanciers noirs, il y a un scénariste qui sommeille. De toute façon, il suffit de lire Barbara, on le voit. Hein. Donc même si elle a du mal après à traduire ces 2 pages en images, c'est parce que ces 2 pages ne sont pas à traduire en images. Quelque part, ces 2 pages vont être interprétées par les comédiens qui vont pouvoir, justement, Anne... voilà. Donc le roman noir a besoin d'une intrigue extrêmement travaillée, mais qui n'est pas du tout c'est le minimum syndical à faire. Mais le roman doit être extrêmement haletant, mais finalement sans des personnages d'une profondeur qui vont nous toucher, parce que c'est les personnages, et c'est pas l'intrigue, c'est pas les fondations qui vont nous toucher, c'est la maison. On va tomber en admiration devant la maison. Cette maison a une âme, c'est incroyable. Cette maison me parle. Cette maison me connaît, me reconnaît. Et là, à ce moment-là, on approche le roman, à ce moment-là. Mais on a besoin des fondations. Il parle. Mais justement, c'est le travail du comédien, quand il reçoit le scénario, c'est très factuel, il y a des dialogues, d'accord, mais il n'y a pas le sous-texte, il n'y a pas toutes ces pensées derrière. Ce que le roman fait, il est beaucoup plus dans la psychologie et Et je sais que quand j'avais lu, parce qu'on se connaît avec Barbara depuis son premier roman, depuis l'instant maternel, donc j'avais lu Derrière la haine bien avant que le scénario me soit proposé. Mais quand j'ai reçu le scénario, j'ai vraiment volontairement laissé le livre fermé parce que je ne voulais absolument pas des explications de Barbara. Je voulais les miennes, je voulais construire mon personnage. Et donc j'ai refait un travail... voilà, de psychologie ou de sous-texte ou de parcours du comédien, d'où il vient, où il va, quel est son objectif et quelles sont ses pensées à chaque instant et surtout au cinéma, ce qui se passe entre les séquences. Voilà, il y a une séquence un jour, une séquence le lendemain et je trouve pour le comédien le plus intéressant à faire, c'est qu'est-ce qui s'est passé justement, qu'on ne voit pas à l'image, mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où elle a fermé cette porte et puis on la retrouve le lendemain. Et donc le besoin d'écrire, pour moi, tout ce qui s'est passé chaque minute du personnage. Et voilà, et j'ai réouvert le roman, mais une fois que le film était fini, pour voir, et ça c'est vraiment très intéressant. Je voudrais quand même dire que si Duel existe, et donc si Mother's Instinct existe, Mother's Instinct, c'est grâce à Anne. En fait, c'est la pierre fondatrice, c'est le fondement de cette aventure, puisque tu avais lu Derrière la haine. Et à l'époque, Olivier galérait sur un scénario. Tu lui as fait lire Derrière la haine, il aimait bien, mais il n'était pas sûr. Tu as fait lire Derrière la haine à Jacques-Henri Broncard, qui a dit à Olivier, bon, maintenant, t'arrêtes de déconner, tu vas faire ça. Donc, en fait, c'est juste grâce à toi, tout ça. Voilà. Je voulais quand même le signaler. Alors, est-ce qu'on fait un dernier tour de questions dans la salle? Le quota masculin a légèrement augmenté. Ah, d'accord. Oui, parce que tous nos invités seront au Cinéma Plaza ce soir à 20h pour la présentation de Duel, dont on a beaucoup parlé cet après-midi, et le film d'Olivier Massé-de-Passe. Si vous l'avez vu, revoyez-le, parce qu'il est plein de surprises, en fait, et si vous ne l'avez pas vu, vraiment à découvrir. C'est un des très grands films d'Olivier Massé-de-Passe.
La conclusion, difficile. Mais c'est pas à conclure parce que les livres s'écrivent et sont de plus en plus nombreux sur les étals. D'ailleurs, pour sortir du lot, justement, ça devient un peu compliqué. Hein. Il suffit de se balader dans les allées de ce salon. Donc, il y a tout un système économique aussi derrière le livre. Il n'y a pas que derrière le cinéma, bien entendu, où là, c'est à la puissance X, mais derrière le livre, il y a aussi un aspect économique qui doit être traité. Et il y a surtout un aspect de confiance entre un éditeur et un écrivain. Alors, comment est-ce que vous vivez l'une et l'autre cette confiance avec les écrivains, avec ceux qui les publient? Moi, j'ai la chance d'avoir une éditrice avec laquelle je travaille depuis plus de 15 ans, et d'ailleurs que je suis de maison d'édition, parce qu'elle change de maison d'édition, donc moi je la suis. Donc en fait, je rigole parce que je dis je change de maison d'édition, mais par fidélité. Voilà, parce que je suis mon éditrice, et voilà, et on a une relation extraordinaire de confiance. Donc moi, je travaille dans le confort le plus total, puisque j'ai une alliée à ce niveau-là, donc ce qui est assez bien, parce que c'est quand même un métier, on n'a pas de sécurité d'emploi, hein, nous, donc voilà, au moins de ce côté-là, je suis assez sereine. Et vous? C'est un autre point commun avec Barbara, car moi c'est pareil, par fidélité, je change de maison d'édition. Mes éditeurs d'aujourd'hui sont les mêmes que quand j'ai débuté, Philippe Robinet et Caroline Épée. Et en fait, au début, Philippe était chez Kero, donc moi j'étais chez Kero. Et quand il est devenu président de Calman, il m'a appelé, il me dit « René, tout ce que tu fais, ça ressemble plus à Calman ». Je lui dis « Écoute, t'es où toi ?» « Je Calman ». « D'accord. » Donc c'est des gens, du coup, c'est 15 ans toi, hein, c'est ça, 15 ans. Moi c'est 12 ans, mais ça fait quand même une longue collaboration. Ça fait que quelque part, on sait très bien que quand l'éditeur vous dit quelque chose sur votre roman, vous avez juste la chance d'avoir un premier avis, et qui est un avis en même temps bienveillant, mais protecteur aussi. C'est-à-dire qu'il vous accompagne, c'est-à-dire c'est comme un couple en fait. Hein. Donc il n'y a pas qu'une seule personne qui décide, c'est les deux ensemble. Et c'est surtout la confiance inouïe dans le monde dans lequel on vit. Moi, mon éditeur, il découvre mon roman quand je l'ai fini. Donc il ne me dit pas, faudrait écrire ça, ou comme on dit maintenant au cinéma, faudrait raconter cette histoire. Tu sais quoi, raconte-la toi, parce que tu as l'air très passionné par ça, parce que ce n'est pas mon histoire à moi. Alors que là, depuis le début, j'amène un roman, l'éditeur le lit, et j'ai la chance d'avoir son avis frais. Alors que moi, je suis déjà brûlé, j'ai tout dit, tout ce que je pouvais dire, et à ce moment-là, on a ce rapport de confiance, en fait. Mais je pense que c'est assez exceptionnel, hein, Barbara. Oui, c'est pas comme ça avec tous nos confrères et nos consoeurs. Nous, on a la chance d'avoir ce rapport-là. Et voilà, c'est une chose rare, en fait. Et je pense que ça joue aussi sur la qualité éventuelle de ce qu'on arrive à faire, parce que c'est une aventure commune. C'est pas un parcours solitaire. Et moi, j'avais besoin de cette communion, parce que finalement, au cinéma, c'est un truc collectif, c'est une création collective. Donc là, on a cette relation de binôme, en fait, de couple, en fait, qui est très, très riche et dont les lectrices et les lecteurs peuvent éventuellement bénéficier. Merci infiniment de la qualité de vos interventions. Merci beaucoup et merci de votre présence. On se retrouve alors... On se retrouve dans les travées, parmi les milliers de bouquins, et ce soir au Cinéma Plaza dans le centre-ville. Merci beaucoup.